Bienvenue dans ce module sur comment créer une communauté. Alors le sujet des communautés, c'est un sujet que j'ai abordé pas mal dans Coup d'État déjà, notamment dans une conférence qui s'appelle Comment créer une communauté autour de sa boîte et qui est disponible dans Coup d'État Talks sur le site. C'est un sujet que j'aime particulièrement parce que j'ai eu la chance d'animer plusieurs communautés dans ma vie d'entrepreneur, notamment celle de Coup d'État évidemment, mais aussi celle de Menu Next Door dans ma précédente boîte où c'était une communauté beaucoup plus centrée sur la food, beaucoup plus centrée aussi sur la fête. C'était assez intéressant et j'en ai tiré plein d'enseignements. C'est un sujet que j'ai partagé avec beaucoup de gens et je me suis rendu compte assez rapidement que en plus d'être une espèce de Graal pour les entrepreneurs, parce que tout le monde a envie d'avoir un côté un peu sexy à sa boîte et d'avoir une communauté de gens qui parlent de la boîte, de la marque, des activités, de ce qui se passe autour de l'entrepreneur, etc., etc. C'est absolument exceptionnel parce que ça crée énormément de bouche à oreille. Le sentiment d'appartenance à une communauté, c'est un des sentiments les plus puissants chez l'être humain. Et donc, le fait d'appartenir à un groupe de gens qui ont des croyances similaires associées à une marque, ça fait des miracles en termes d'inbound et donc en termes d'acquisition. L'avantage d'une communauté, c'est qu'en plus, ça se mêle avec tous tes autres canaux. Peu importe ce que tu fais comme canal inbound, la plupart du temps, ta communauté va avoir un impact dessus. Si tu fais du contenu, ta communauté va interagir avec ton contenu. Si tu fais des social ads, ta communauté va mettre des commentaires sur tes social ads. Si tu fais des événements, c'est la communauté qui va participer à tes événements. Bref, ça a un impact très fort. Évidemment, la ligne entre tous ces différents canaux est plutôt floue, mais c'est intéressant de se poser et de voir aujourd'hui ensemble comment on fait pour poser les fondements d'une communauté. On va voir que c'est pas si compliqué que ça et surtout qu'il y a beaucoup de croyances autour de la création d'une communauté, beaucoup de règles qui ont été établies avec le temps et qu'en fait, ces règles ne sont pas forcément utiles à connaître pour commencer sa communauté. Il y a des espèces de règles fondamentales qui ont été créées autour des communautés, notamment sur le fait que créer une communauté, c'est pas possible, que les communautés, ça existe et qu'on peut que se placer dedans. Il y a une part de vrai, il y a une part de faux, on pourrait théoriser et philosopher sur ce qu'est une communauté. Perso, je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous pouvez rassembler des gens. Rassembler des gens, c'est une somme d'actions qui peuvent être faites. C'est évidemment une histoire de leadership, c'est une histoire de confiance en soi, c'est une histoire de relation avec des gens. Ça mélange énormément de choses. Ce qu'on voit dans les principales communautés du monde, les plus grosses communautés du monde, c'est qu'elles ont toutes un point commun, qui est que ce sont des gens qui tiennent au bien-être les uns des autres et qui ont des croyances communes. Quand on fait partie d'une communauté, la plupart du temps, on en a un minimum conscience et on peut voir les autres membres de cette communauté assez facilement parce qu'on se rend compte que ils ont des choses en commun, des points communs fondamentaux. C'est le seul truc qui m'intéresse avant qu'on passe au concret. Comment on fait pour créer une communauté de zéro, pour rassembler des gens autour de sa marque et générer ce fameux bouche à oreille. Pour faire ta première expérience de communauté, tu vas avoir besoin d'une base de clients ou en tout cas de leads déjà un minimum existant. C'est difficile de rassembler une communauté avec personne. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir déjà des gens que tu vas pouvoir mettre en commun, avec qui tu vas pouvoir tisser des relations. En termes de mesure de ce canal d'acquisition, je l'ai dit, c'est un canal inbound. La propriété d'un canal inbound, c'est que c'est difficile à mesurer parce que c'est des gens qui viennent naturellement vers vous après des actions que vous avez menées, qui leur ont fait du bien ou qui leur ont fait plaisir. Et donc, c'est difficile à mesurer. Vous pouvez évidemment mesurer les performances des différents canaux d'échange sur lesquels votre communauté va se réunir. On va en parler un petit peu plus tard. Mais, grosso modo, vous pourrez pas tout faire, vous pourrez pas tout mesurer parce que dans une communauté, il y a beaucoup d'interactions qui sont cachées. C'est le principe même d'une communauté saine. Donc ce qu'on va tâcher de faire, c'est de créer des connexions entre différents êtres humains et de les rassembler autour d'une cause commune. Et puis on va voir ensuite ce que ça rapporte comme bouche à oreille, comme leads entrants de manière inbound. Alors, la première étape pour commencer à créer une communauté, elle est un peu contre-intuitive. La plupart du temps, on se dit que créer une communauté, c'est avoir un compte Instagram et plein de gens qui interagissent dessus. Instagram, je vais en parler tout au long de ces différentes étapes de la création d'une communauté, ça n'est qu'un canal d'échange. À la base, vous n'avez pas besoin de canal d'échange pour votre communauté, vous avez juste besoin d'apprendre à connaître les membres qui la composent. Pour ça, il faut que vous leur parliez en one-to-one. C'est extrêmement important que vous, en tant que fondateur, ou en tout cas en tant que créateur de communauté, c'est devenu un job, community builder, vous puissiez parler aux gens directement et commencer à vous intéresser à eux. Tout le point de discuter avec eux en one-to-one et d'échanger avec eux, c'est de le faire sans avoir d'attente particulière. Et même au contraire, c'est de le faire en voulant leur apporter de l'aide. Alors, il ne faut pas leur apporter de l'aide à tout prix, les gens n'ont pas forcément envie d'être aidés, mais c'est intéressant de leur poser des questions, de s'intéresser à leur vie, bref, de bâtir des relations presque amicales avec eux.
ou avec elle. Parce que ces relations-là, elles vont être le fondement de votre communauté. Tu peux parler d'eux, tu peux parler de toi, mais j'insiste sur le fait que dans ces échanges-là, il faut surtout pas avoir d'attentes. Parce que avoir des attentes, c'est s'exposer à être déçu, et surtout, les bienfaits d'une communauté, ils viennent beaucoup plus tard. Il y a une anecdote que j'ai encore jamais racontée sur Coup d'État et que j'aime beaucoup et pour laquelle j'aimerais vous remercier parce que vous y aviez peut-être participé. Quand j'ai commencé à faire Coup d'État, 6 fois par jour en moyenne, je rencontrais un utilisateur ou une utilisatrice pour discuter avec lui ou elle de ses problématiques et essayer de l'aider et puis surtout juste faire connaissance. Ça a plein d'effets bénéfiques sur ta boîte parce que tu apprends instinctivement à connaître qui sont tes clients. C'est d'autant plus vrai sur des boîtes comme Coup d'État où on a quand même une masse de gens, on a une grosse audience. Donc il faut rencontrer vraiment beaucoup de gens pour comprendre leurs attentes et on peut se permettre de prendre à peu près tous les gens qui rentrent et qui interagissent avec nous. Donc moi ce que je faisais, c'est que tous les gens qui me parlaient sur le chat, quand je voyais qu'il y avait une opportunité, je les invitais à prendre un café ici chez The Family et puis on discutait pendant 1 heure. Ça, je l'ai fait 600 fois. À la fin de ces 600 fois, bon évidemment 600 fois ça paraît beaucoup comme ça, surtout si on se dit qu'on va attaquer 600 clients, mais en fait je le faisais 6 fois par jour et puis ça s'est fait progressivement, naturellement, au long de toute la première année de Coup d'État. J'ai appris énormément de choses avec ces gens-là, sur eux, sur les besoins qu'ils avaient dans leur boîte, sur ce qu'ils attendaient de Coup d'État, sur leur vie en général et c'est toujours bien de rencontrer des gens. Enfin moi je suis quelqu'un de profondément extraverti donc j'adore rencontrer des gens régulièrement et donc tout ça c'était fait sans aucune attente. Et puis un jour, il y avait un des problèmes avec lesquels je galérais vachement à l'époque, qui étaient les commentaires sur YouTube. Sur YouTube, la communauté, elle est globalement toxique. La communauté YouTube en général, c'est rarement que des commentaires très bienveillants. Et quand j'ai eu des vidéos qui ont commencé à faire un peu plus de vues, j'avais un peu de mal avec tous ces commentaires négatifs et je me disais que je faisais pas bien mon job, etc., etc. Et puis donc il y a une vidéo de moi qui sort et puis je commence à me prendre une déferlante de trucs sur mon âge, enfin bref, sur plein de choses qui étaient un peu impactantes pour moi. Et donc, je passe une assez mauvaise journée, je rentre chez moi, je retrouve mes potes pour une soirée et je leur dis « Ouais, mais les gens, ils sont méchants sur YouTube, etc. » Bref, je me plains, quoi. Et puis, mes potes me regardent, ils me disent « Attends, vas-y, on check. » Et donc, ils regardent les commentaires et ils me disent « Bah non, ça va, il y a que des gens qui te défendent. » Et je regarde les commentaires et en fait, il y avait genre 50 des personnes que j'avais vues sur les 600 que j'avais rencontrées en one-to-one qui étaient en train de me défendre en commentaire et de juste défoncer les haters en disant non mais tu te rends pas compte, etc. Alors déjà, à ces gens-là, si vous étiez dedans, un tout grand merci. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à surmonter un peu cette peur des commentaires et de l'image qu'on renvoie. C'est toujours un truc quand on fait des vidéos comme ça. Mais en tout cas, ça m'a appris une vraie grosse leçon. C'est que ces one-to-one, même s'ils paraissaient petits, même si c'était 1 heure pour discuter avec les gens et juste les rencontrer et prendre du temps juste pour être avec eux, et en fait, ils m'ont apporté beaucoup sur le long terme. Évidemment, je le faisais pas pour ça à la base, mais c'est à ça que ça sert. Ça sert à avoir des gens qui sont profondément engagés avec votre personne. Et à la base d'une communauté, il n'y a jamais une marque, il y a toujours une personne. C'est un mensonge de croire que les communautés se créent autour d'une marque. Les communautés se créent toujours autour d'une personne, même si elle est dans l'ombre et que une fois que la communauté est grosse, on a l'impression qu'elle est uniquement autour de la marque. C'est un phénomène qui est normal, qui est naturel, que le focus se shift depuis la personne vers la marque. Mais il faut pas oublier qu'à la base, il y avait des relations humaines. Une fois que tu as commencé à faire un certain nombre de one-to-one, je donnerai pas de chiffres là comme ça, ça peut être n'importe quand, mais en fait, ça devient intéressant de se poser la question de l'étape 2. Elle va arriver à peu près en même temps que l'étape 1 et il va falloir commencer à rassembler les gens. En fonction du nombre de one-to-one que tu as fait, tu peux inviter les gens à prendre un café ensemble avec 5 autres personnes par exemple. Faire des petits groupes, c'est très pertinent. Parce que déjà, tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Tu vas apprendre des choses sur comment les gens se comportent en société. Il y a une vraie différence quand tu parles à quelqu'un en one-to-one et quand tu parles à quelqu'un en one-to-many. Cette différence-là, c'est la différence entre comment la personne se voit individuellement et la différence entre comment la personne se voit au sein d'un groupe. Tu vas pouvoir commencer à observer des interactions sociales intéressantes, tu vas pouvoir voir comment ils se parlent, ils vont te faire des feedbacks qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que tu as eu l'habitude de voir, etc. Donc toi, tu vas engranger beaucoup d'informations et surtout, ça va créer un moment de rassemblement qui fait que les gens se sentent bien. Et je l'ai dit un peu plus tôt, le sentiment d'appartenance à une communauté, c'est un des sentiments les plus puissants chez l'être humain. Donc forcément, quand tu es la personne qui a rassemblé ces gens ensemble, la relation que tu as avec eux, elle grossit encore plus fort. Moi, chez Coup d'État,
Pour reprendre le même exemple, je faisais des dîners. Genre une fois par semaine, on organisait des dîners avec les power users de Coup d'État et on allait dîner tous ensemble au resto et juste on se tapait des barres et on kiffait. Et tout ça, c'est des moments qu'il faut surtout pas négliger. Ils ont l'air petits comme ça. Ils n'ont pas d'objectif de sales, de closer un deal, de je sais pas quoi. C'est juste des moments de kiff. Et ces moments-là, ils contribuent très fortement à créer une base solide pour une communauté. Normalement, quand on est à cette étape-là, tu te rends compte que tu commences à discuter assez régulièrement avec les gens avec qui tu as fait des one-to-one. Régulièrement, ça ne veut pas dire forcément tous les jours, ça peut vouloir dire une fois par mois, ça peut vouloir dire prendre des nouvelles de temps en temps, comme t'en prendrais d'un ami un peu éloigné. Mais en fait, tu vas te rendre compte que tu discutes avec eux. Et puis, très souvent, après des petits rassemblements comme ceux dont je viens de parler, tu vas avoir des besoins de continuer à échanger. Et là, tu vas commencer à détecter tes premiers canaux d'échange. Les canaux d'échange, c'est des endroits où les gens qui sont dans ta cible ont l'habitude de passer du temps et où c'est facile pour eux de communiquer. En fonction de ta cible, ça peut être plein de plateformes différentes. En fonction de la taille de ta communauté aussi, par exemple, tu vas peut-être parler sur Messenger. Peut-être que tu vas te parler dans des groupes de discussion sur iMessage. Peut-être que tu vas te parler sur WhatsApp. Puis si c'est un peu plus gros, peut-être que tu vas te parler sur Slack. Puis finalement, si les gens ils utilisent Discord habituellement, peut-être que tu vas créer un Discord sur lequel les gens vont pouvoir se rassembler, etc., etc. L'idée, c'est que toutes ces plateformes-là, ces canaux d'échange où tu vas pouvoir continuer les échanges réels de la communauté sur des plateformes, le choix de l'outil n'est pas absolu, il dépend complètement de ce que les gens ont l'habitude d'utiliser et où c'est facile de les onboarder. Parce que dans une communauté, il y a une vraie notion d'onboarding, il y a une vraie notion de comment je fais pour accéder facilement à ces différents échanges sociaux. Et cette question-là, elle se répond principalement en posant des questions et en observant le comportement naturel des gens. Alors il y a différents types de plateformes. Il y a les plateformes de discussion comme je viens d'en parler, donc il y a par exemple WhatsApp, Slack, Discord. Et puis il y a des plateformes qui sont des réseaux sociaux où les communautés vont se retrouver et continuer la discussion. Facebook, Instagram, YouTube, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces canaux, ils demandent de l'entretien. Maintenir une relation avec un nombre grandissant de personnes, ça demande d'avoir des canaux qui sont animés, qui sont modérés, parce que très rapidement, il peut y avoir des gens qui ne sont pas forcément les bienvenus dans la communauté, ça va nous amener à l'étape suivante. Mais en tout cas, voilà, il faut prendre conscience que ces canaux-là, il faut toujours les maintenir actifs. Maintenir une communauté en vie, c'est une histoire d'être globalement toujours actif, toujours présent, d'accepter qu'il y a des gens qui vont rentrer et sortir de la communauté naturellement et peut-être qu'ils reviendront plus tard, mais en tout cas, continuer à être présent, continuer à bâtir des relations et maintenir ces relations sur des canaux d'échange qui sont pertinents pour les gens auxquels vous vous adressez. Au fur et à mesure que votre communauté va grandir, et ça devrait se faire de manière assez organique, les gens vont en parler, tu vas continuer à choper des moyens de faire des one-to-one avec les gens et de devenir un peu pote avec eux, il va falloir commencer à établir des règles. Les règles d'une communauté, c'est le socle d'une communauté qui fonctionne. On peut être tenté, quand on crée une communauté, de juste dire « Ouais, moi, il n'y a pas vraiment de règles, moi, tout le monde est bienvenu, c'est un truc qui est profondément inclusif, etc. etc. » C'est ce que j'ai fait au début comme erreur chez Coup d'État. C'est un truc qui n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il y a un moment où il y a forcément des gens qu'il va falloir exclure. Et si tu n'as pas un moyen très simple et très clair d'exclure les gens ou d'inclure les gens, tu n'as pas une communauté qui est un safe space. Une communauté, c'est nécessairement un safe space, c'est un endroit où les gens sont libres de s'exprimer comme ils veulent. Cet endroit, peu importe les différents canaux d'échange, ta communauté, elle peut être répartie sur plein d'endroits différents, les règles doivent être les mêmes. Si tes règles, c'est la bienveillance, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de comportement d'être bienveillant ? Si tes règles, c'est l'exclusivité, demande-toi quels sont les critères d'exclusivité et comment il faut se comporter pour faire partie de la communauté. Je me fiche des règles que tu établis. Le seul point commun qu'il y a entre toutes les règles, c'est de se demander quel rapport elles ont avec les comportements des gens. Parce que les gens pensent ce qu'ils veulent, les gens ressentent ce qu'ils veulent. Par contre, les gens se comportent différemment en fonction des règles qui sont imposées dans le cercle dans lequel ils évoluent. Donc, c'est extrêmement important de se poser cette question de qu'est-ce que j'accepte comme comportement et qu'est-ce que j'accepte pas. Évidemment, ces règles-là, il y a deux choses que tu dois faire. D'un côté, tu peux choisir de les formaliser. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir une liste des règles de la communauté, mais c'est quand même une bonne manière de s'y raccrocher. Et c'est très lié au deuxième point qui est que ces règles, tu dois les respecter. Si la règle, c'est que sur tel canal de discussion, il n'y a pas d'autopromo, ne fais pas d'autopromo. Il faut que tu respectes tes propres règles. Parce que c'est une histoire de culture et que la culture, ça n'est défini que par les choses que vous faites.
Les choses que vous dites, les choses que vous accrochez au mur, les choses que vous définissez dans des rulebooks, c'est pas de la culture. Ce qui compte dans la culture, c'est ce que vous faites. C'est à la fois ce que vous faites et qui rentre et qui sort. Si vous appliquez ces règles et que vous faites en sorte de les maintenir, normalement, tous les gens avec qui vous tissez des relations one-to-one, si vous commencez à raconter des petites histoires de gens que vous avez mis dehors, de gens que vous avez gardés, de gens à qui vous avez tapé sur les doigts parce qu'ils n'avaient pas respecté les règles, et ben en fait, tous les gens à qui vous allez en parler, la prochaine fois que ça va arriver sous leurs yeux, même si vous n'êtes pas là, ils vont se dire « Ah mais oui !» Ça, c'est un truc qu'on avait dit que c'était pas OK. Et donc, ils vont commencer à faire appliquer les règles de la communauté pour vous. C'est toute la puissance d'une communauté. C'est que quand les gens se sentent bien dans un endroit, ils commencent à faire appliquer les règles parce qu'ils prennent bien conscience que ces règles-là, elles sont nécessaires pour leur propre bien-être. Tout ça, ça m'amène à l'étape suivante qui est qu'il faut repérer les membres qui sont vraiment engagés dans votre communauté. Ces membres-là, c'est des gens qui sont souvent très actifs et qui font très souvent respecter les règles, qui font remonter des choses. Alors je dis pas qu'il faut des délateurs, je dis juste que des gens qui discutent régulièrement avec toi, qui sont très impliqués dans la communauté, la plupart du temps, tu vas pouvoir les repérer et tu vas pouvoir les promouvoir. Toutes les communautés sont évidemment pas construites sur un système hiérarchique, mais grosso modo, il y a quand même toujours une espèce de hiérarchie qui s'installe, même si elle est que morale. Cette hiérarchie-là, il faut arriver à faire profiter les gens qui sont les plus actifs et les plus loyaux à la communauté pour leur donner un peu plus d'importance. Le statut social, c'est un mécanisme de récompense qui est très très puissant chez l'être humain en plus du statut d'appartenance. Donc si vous combinez les deux, c'est très fort. Ces gens-là, ils vont vous aider à faire passer le mot, ils vont peut-être vous aider à modérer, ils vont peut-être vous aider à animer, mais en tout cas, il faut apprendre à leur déléguer des choses parce que très souvent, c'est des gens qui vont avoir une motivation extrême pour participer au bien vivre de votre communauté. Normalement, si vous en êtes à ce point-là, où vous avez un ou plusieurs canaux d'échange qui sont actifs, que vous continuez à rassembler les gens et à faire des one-to-one régulièrement, ça commence à devenir difficile de faire des one-to-one avec tout le monde. Je dis pas qu'il faut faire des one-to-one avec tout le monde, par contre, je dis qu'il faut maintenir la relation assez proche avec tous ces gens qui sont des ambassadeurs. Ces gens que vous avez repérés comme étant des éléments forts de votre communauté, il faut maintenir la relation avec eux parce que c'est eux qui vont vous faire remonter ce qui se passe sur le terrain. C'est le principe de la hiérarchie, c'est de pouvoir faire remonter l'information pour pouvoir faire redescendre les décisions. En fonction du modèle de votre communauté, ça va pas forcément se passer comme ça. Ça peut être une anarchie où tout le monde fait absolument ce qu'il veut. Ça peut être une dictature où il y a vraiment une tête qui décide de tout. Ça peut être une démocratie où finalement les gens décident des règles entre eux. Vous choisissez de faire ce que vous voulez. Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que vous mainteniez des relations fortes avec les gens qui composent votre communauté et qui sont le plus engagés dans celle-là. Et enfin, je pense que pour animer un canal d'échange, il va falloir commencer à se poser très sérieusement la question des rituels. L'avantage des rituels, c'est que c'est une standardisation des échanges sociaux. Les rituels, c'est de dire chaque lundi, tel truc se passe. Chaque premier mercredi du mois, tel autre truc se passe. Ça a un impact très très fort parce que ça rassemble les gens autour de comportements communs. Et comme je l'ai dit, les comportements, c'est ce qui définit les gens du point de vue extérieur. C'est le seul moyen de faire grossir une communauté de manière efficace. Je sais que nous, on a testé plein de rituels différents. À une époque, on sortait un podcast tous les lundis à 17h et ça faisait un vrai rendez-vous. Si on était en retard et qu'on était à 17h05 à poster le podcast, on avait déjà 30 messages de gens qui nous demandaient où était le podcast de 17h. Et c'était très intéressant parce que ça nous montrait que même nous, on devait respecter nos propres règles qu'on avait établies à la base. C'est hyper important de créer des rituels parce que c'est ce qui va te permettre de détacher un minimum de la communauté, de pouvoir être en contact avec quand même un petit nombre de gens, mais vachement réduit par rapport à la taille de ta communauté. Et normalement, à partir de ce moment-là, tu as quelque chose qui commence à tourner de manière assez efficace. Ça, c'est à peu près la recette que je donne aux gens qui veulent créer une communauté. Évidemment, ça a l'air idyllique, ça a l'air hyper simple. Il faut bien comprendre que créer une communauté, c'est quelque chose qui est profondément instinctif parce que c'est quelque chose qui est basé uniquement sur le relationnel. Il faut une régularité. C'est pas si facile de voir 6 personnes par jour constamment, ça demande d'investir beaucoup de son temps dans la création de cette communauté, ça demande d'animer les canaux régulièrement, ça demande de trouver des rituels à créer, ça demande de repérer les ambassadeurs, ça demande quand même beaucoup de travail. Mais l'effet, il est toujours le même. L'effet, c'est que ta communauté, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle se structure et elle devient quelque chose qui génère du bouche à oreille assez fort. Nous, chez Coup d'État, aujourd'hui, on estime que notre communauté, elle nous rapporte à peu près 400 leads par semaine. C'est les 400 leads où quand on poste pas de contenu du tout, ils viennent quand même par le bouche à oreille, des gens qui parlent de Coup d'État à d'autres gens, qui racontent les expériences qu'ils ont eues avec nous, etc., etc. C'est très puissant. Encore une fois, c'est inbound,
Mais par contre, ça grossit de manière très organique. Le seul moyen de se rendre compte efficacement de l'impact d'une communauté sur son business, c'est de prendre du recul à long terme. C'est très difficile d'observer des gros changements drastiques avec une communauté. Alors dans ce module, on va vous donner plusieurs vidéos pratiques sur comment utiliser différents canaux d'échange, comme Slack, comme Discord, comme WhatsApp, comment utiliser WhatsApp au sein d'une communauté. Bref, on va vous faire quelques trucs pour que vous soyez un peu plus familier avec les outils qui sont à votre disposition pour créer une communauté qui fonctionne. Encore une fois, il n'y a pas de règle pour une communauté qui fonctionne. Le seul truc que vous avez à faire, c'est comprendre instinctivement qui sont les gens qui sont en face de vous et y aller étape par étape sans vouloir les griller. C'est très important de juste le faire organiquement et de faire grossir ça comme si vous faisiez grossir un groupe de potes. Quand tu vois que ta communauté commence à marcher, il y a plusieurs trucs que tu peux mettre en place. La première chose que tu peux faire, c'est commencer à créer des sous-cercles. C'est ce qu'on appelle en théorie des communautés des inner circles. Et en fait, c'est des petits groupes de gens au sein de la communauté qui s'identifient à une sous-catégorie et qui du coup sont plus proches entre eux. C'est hyper intéressant comme mécanisme parce que tu te rends compte que, je sais pas, quand tu vas commencer à faire une soirée qui rassemble plein de membres de la communauté, et très vite les gens vont se rassembler entre les sous-cercles et donc tu vas créer des interactions sociales qui sont encore plus intéressantes. Il y a un truc que j'aime bien dire sur la psychologie humaine qui est qu'en fait, chez les animaux, la plupart du temps, la limite maximum du nombre d'individus dans une meute, c'est 99 individus. Pourquoi c'est 99 individus? Parce que socialement, c'est pas possible de connaître tout le monde dans un groupe plus grand que ça. Le truc, c'est que l'être humain a une capacité très forte à pouvoir faire grossir ce groupe beaucoup plus grand que la plupart des autres animaux. Cette capacité, c'est les croyances. Aujourd'hui, l'être humain a un avantage phénoménal sur les autres animaux en termes d'évolution, parce que là où un singe va être très proche de ses frères et sœurs, ses cousins, etc., jusqu'à 100 individus, jusqu'à ce que ça devienne impossible de créer des relations sociales pérennes, un être humain va pouvoir voir un autre être humain qui n'a rien à voir avec lui et dire « Ah, il y a les mêmes couleurs sur le bout de tissu qui nous rassemblent, donc on est forcément ensemble ». Cette capacité à créer des tribus beaucoup plus grandes, c'est la capacité que vous utilisez quand vous créez une communauté. Mais créer des inner circles, créer des sous-cercles au sein de votre communauté, ça vous permet de quand même avoir des tribus où les gens peuvent se connaître vraiment bien. Parce que à créer une communauté qui est beaucoup trop grande, les gens finissent par plus se connaître du tout et vous perdez les bienfaits d'une communauté efficace et donc d'un bouche à oreille qui est basé sur des relations émotionnelles puissantes. Le deuxième truc que vous pouvez faire quand votre communauté commence à marcher, c'est de structurer les histoires que vous racontez. Le deuxième truc que tu peux faire quand tu vois que ça commence à marcher, c'est de structurer les histoires fortes de ta communauté. J'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, mais les histoires, c'est le ciment d'une communauté qui est grande. Si tu prends les plus grandes communautés de notre histoire, c'est-à-dire les religions, elles sont toutes basées sur des histoires incroyablement bien écrites. On pense qu'on veut des religions et c'est pas du tout le sujet ici, mais par contre, on peut tous s'accorder pour dire que les histoires qui sont racontées à la base de ces communautés-là, elles sont très puissantes et elles délivrent beaucoup de morale. Quand je vous parlais tout à l'heure de maintenir la relation avec les gens qui sont vos ambassadeurs et de leur raconter des histoires pour qu'ils puissent se rappeler de quelles règles faire appliquer par la suite, c'est exactement ce phénomène-là. Alors c'est bien de raconter ces histoires à une poignée de personnes qui vont pouvoir faire appliquer les règles de votre communauté au reste. C'est mieux de structurer ces histoires et de pouvoir les raconter à l'ensemble de la communauté. Si vous arrivez à avoir des histoires suffisamment puissantes qui parlent aux gens et où ils se disent « Ah bah oui, j'ai compris comment ça fonctionnait, je sais comment me comporter dans telle situation », c'est beaucoup plus simple de maintenir votre communauté à flot et de maintenir votre communauté unifiée. Et enfin, le dernier truc que vous pouvez faire, c'est vous poser la question de créer un onboarding à votre communauté qui est très pertinent. Cet onboarding, c'est l'équivalent du rite d'initiation dans les communautés un peu plus anciennes. Ça permet aux gens à la fois d'être vraiment inclus dans la communauté dès le départ, donc de ne pas se perdre dans une communauté où ils ne sont pas sûrs de pouvoir appartenir, et en même temps de faire en sorte que les gens, tu sois sûr qu'ils vont respecter les règles au fur et à mesure. Dans cet onboarding, tu vas pouvoir placer tes histoires que tu as structurées. Dans cet onboarding, tu vas pouvoir placer les différentes règles, tu vas pouvoir placer plein de choses, faire rencontrer des gens, etc. Tout ça, c'est des sujets qui te permettent de structurer ta communauté pour qu'elle soit encore plus efficace. Mais encore une fois, je vais insister un dernier coup, une communauté, c'est avant tout une histoire de relations, une histoire d'instinct, de tisser des connexions importantes avec des gens que tu aimes. Si tu arrives à faire ça
Et si tu arrives à rassembler ces gens autour d'une cause commune et à leur dire que vous vous battez pour la même chose, c'est-à-dire grosso modo le succès de ta marque, le succès de ta boîte et le succès de la mission pour laquelle vous vous battez, normalement, tu as une communauté qui cartonne et qui t'apporte énormément de leads en inbound. Voilà, j'espère que tout ça vous aura fait comprendre ce que ça implique de créer une communauté. C'est un boulot qui est fort, c'est un boulot qui est intense et c'est un boulot qui demande d'être constamment présent. Par contre, si c'est bien fait, c'est extrêmement gratifiant personnellement parlant et en plus de ça, ça a un impact sur votre boîte qui est très très fort. Comme tout le reste des canaux d'acquisition, c'est quelque chose qui est globalement fait par passion. Il faut que vous le fassiez parce que vous avez envie de le faire. Si vous êtes quelqu'un de profondément introverti, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc que vous puissiez faire. Après, peut-être que le canal d'échange que vous allez utiliser, c'est un canal qui est uniquement texte et que tout le monde va être très à l'aise de parler sur un chat en ligne et que du coup, personne va se rencontrer en vrai et qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui compte, c'est que vous ayez cette appétence de rassembler des gens autour de vous. C'est une histoire de personnalité, c'est une histoire de tester. Voyez si ça vous plaît, voyez si ça a un impact positif sur votre boîte. Comptez un petit peu de temps pour qu'une communauté commence à avoir un vrai impact. C'est vraiment un travail de fond. Et puis normalement, ça devrait vous rapporter plein de leads pour votre boîte et faire en sorte que votre marque prenne vraiment un gros élan d'affection de la part des gens qui vont être vos potentiels clients.